Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mireille Barakat et je vous souhaite la bienvenue à la dernière conférence web de notre programme de notre communauté de pratique intitulée Formation numérique pour améliorer la compétence infirmière en prévention des infections et contribuer à une culture collaborative de sécurité destinée aux infirmières d'un centre hospitalier universitaire à Montréal. Donc, quelques petites consignes. La présentation est enregistrée et le lien va être déposé sur la plateforme de la communauté de pratique ainsi qu'une copie de la présentation. Je demanderai à tous les membres de désactiver leur micro et leur caméra durant la conférence. Vous pourrez les rallumer là, pour la période d'échange qui va être après la présentation. Aussi, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation, mais on vous encourage de lever votre main à la fin de la conférence pour stimuler un peu l'échange entre les membres. Il n'y a pas assez d'opportunités de prendre la parole ces temps-ci, donc on vous l'encourage fortement. Brièvement, pour présenter nos deux conférenciers aujourd'hui, que je remercie beaucoup. Initialement, on avait le professeur Laurence Bernard de l'Université de Montréal qui devait faire cette présentation, mais c'est deux collègues, deux étudiants qui en train de faire leur maîtrise et leur doctorat là, ont gentiment accepté de faire la présentation. Donc, je vais commencer avec Sausen. Sausen Maroufi a obtenu son diplôme d'état d'infirmier et un bac en sciences infirmières en 2019 à la Faculté des sciences infirmières de Sousse en Tunisie. Elle bénéficie, dans le fond, d'une bourse d'excellence de l'État tunisien pour poursuivre ses études de maîtrise au Québec. Et elle est étudiante en deuxième année de maîtrise, option formation à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Les travaux de recherche de Sausen portent le plus sur la qualité de soins, sécurité des patients, la formation, la prévention et le contrôle des infections sous la direction de la professeure Lucie Richard et professeur Laurence Bernard. Actuellement, Sausen agit en tant qu'auxiliaire d'enseignement avec le réseau technopédagogique de la Faculté des sciences infirmières et elle est également auxiliaire de recherche pour sa co-directrice, professeur Laurence Bernard, et auxiliaire de recherche avec le Centre d'innovation de la formation infirmière. Donc, bienvenue. Ensuite, nous avons Sami Taha qui a obtenu le diplôme d'État français d'infirmier et un bac en sciences infirmières en 2009 de l'Université Saint-Joseph au Liban, ainsi qu'un master recherche en sciences infirmières qu'il a obtenu en 2013 de la même université. Arrivant au Québec avec une expertise clinique auprès de personnes âgées en perte d'autonomie, il a débuté en 2019 une maîtrise, toujours en option de formation, à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, dont il a bénéficié d'un passage accéléré au doctorat qu'il a débuté en septembre 2020. Plus particulièrement, les travaux de recherche de Sami portent sur la santé des personnes âgées LGBTQ+, et leurs expériences avec le personnel infirmier sous la supervision de la professeure Laurence Bernard et du professeur Dave Holmes. Il est à noter que depuis le début de ses études supérieures à ce jour, Sami agit comme auxiliaire de recherche pour sa directrice, la professeure Bernard, durant lequel il a contribué à plusieurs projets touchant la pratique infirmière avancée en prévention et contrôle des infections. Donc, au nom de tous les membres, on vous souhaite la bienvenue et on vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Barakat, pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Vous voyez bien l'écran? Oui. Excellent. Oui, alors merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, aujourd'hui, Sami et moi vous présentons le projet intitulé Formation numérique pour améliorer la compétence infirmière en prévention des infections et contribuer à une culture collaborative de sécurité destinée aux infirmières d'un centre hospitalo-universitaire à Montréal. L'équipe de recherche est composée principalement par l'auteur du projet qui est le professeur Laurence Bernard. Les co-chercheurs sont le professeur Lucie Richard, professeur Mélanie Lavoie-Tremblay et professeur Annège Bernard. Alors, je précise que notre équipe de recherche apporte n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel et une occasion pour mentionner qu'on a bénéficié d'une subvention du réseau de recherche en intervention infirmière du Québec. Passons au plan de la présentation.
Pour vous mettre dans le contexte de l'étude, on va vous présenter une problématique suivie par le but et les objectifs spécifiques. On vous présente également un aperçu sur la revue des écrits réalisés par notre équipe de recherche ainsi que notre cadre de référence. Puis, on vous décrit la méthodologie de recherche et on finit par les résultats préliminaires de notre étude. Alors, notre projet de recherche s'inscrit parfaitement dans le thème de la qualité de soins et la sécurité des patients. On est bien d'accord que la sécurité des patients est un aspect essentiel des soins qui leur sont offerts. Elle résume tous les comportements individuels et organisationnels ayant comme objectif de prévenir et réduire les dommages liés aux soins, ce qui lui rend une priorité majeure de tous les systèmes de soins de santé universels. Ainsi, un manque de culture de sécurité peut provoquer des événements indésirables, tels les infections associées aux soins. Ces infections sont absentes lors de l'admission à l'hôpital, mais prennent naissance 48 heures après l'hospitalisation. Le plus souvent, elles sont secondaires à un acte invasif agressant la flore bactérienne de la peau. Les infections associées aux soins constituent un problème de santé majeur. Environ 220 millions de Canadiens sont atteints d'IAS. À titre d'exemple, le système de surveillance SPIN rapporte 26,4% de létalité post-déclaration de bactérémie à S1. D'où vient l'importance vraiment de la prévention-contrôle des infections? En fait, la prévention des infections dans les établissements de soins est un thème prioritaire en santé publique, tant qu'au Québec qu'à l'international. Dans cette optique, une des solutions avancées pour relever ce défi touche au développement professionnel, particulièrement à la formation continue. Cette dernière demeure une des principales composantes de prévention-contrôle des infections. En effet, elle fait partie des stratégies les plus recommandées pour améliorer le développement des professionnels de santé et maintenir leurs compétences à jour. Malgré tous les efforts déployés pour optimiser la formation initiale en regard de la PCI, des besoins de formation continue dans ce domaine sont fréquemment exprimés, notamment de façon récente, par les professionnels d'un centre hospitalo-universitaire à Montréal. Pour appuyer nos propos, une revue des écrits réalisée par notre équipe de recherche a soulevé le manque de connaissances sur la formation continue numérique en PCI. C'est à partir de ces besoins qu'on vise à élaborer une formation numérique continue en matière de prévention et contrôle des infections et contribuer à une culture collaborative destinée spécifiquement aux infirmières d'un centre hospitalo-universitaire à Montréal. Alors, j'enchaîne avec bonjour tout le monde. En fait, j'enchaîne maintenant avec les buts et les objectifs spécifiques. Donc, le but de notre recherche, donc, compte tenu de ces considérations, le but général du présent projet de mobilisation des connaissances est de développer un programme de formation continue numérique en PCI et sur les pratiques collaboratives destinées aux infirmières d'un centre hospitalo-universitaire à Montréal. Les objectifs spécifiques sont les suivants. 1. Implanter un comité de pilotage et de collaboration chercheurs, décideurs, cliniciens qui pilotera la réalisation de l'étude. 2. Préciser les besoins de formation continue auprès des infirmières. 3. Développer des modules de formation en collaboration étroite avec le comité de pilotage. Et 4. Réaliser une étude de faisabilité des modules auprès d'un groupe d'infirmières utilisatrices des connaissances, et ce par le biais de focus group. Donc, ce dernier objectif, était l'objectif du projet de maîtrise de SAOSA. Alors, je passe à la cétate suivante concernant une revue des écrits, en fait. Donc, c'est une revue de la portée. En anglais, on l'appelle Scoping Review. Elle a été menée là où les écrits ont montré que les connaissances des infirmières en prévention et contrôle des infections sont fluctuantes, laissant un fossé entre la théorie et la pratique. Alors, il n'existe pas un consensus sur un référentiel de formation et de compétences en PCI destiné aux infirmières. Pour cela, nous avons pensé de cartographier les connaissances sur les référentiels de compétences et les contenus de formation continue destinés aux infirmières et les autres professionnels de la santé en lien avec la PCI. Nous avons choisi la méthode de la revue de la portée selon Peters et al. Du Joanna Briggs Institute. Et les résultats, en fait, ce sont 25 écrits qui ont été retenus pour analyse.
dont la majorité provenait des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni. Il y a deux grands thèmes qui ont été émergés, donc les thèmes en lien avec les contenus de formation et les thèmes en lien avec les contenus des référentiels de compétences. Pour ce qui est des contenus de formation, leurs thèmes ont été regroupés en 5 thèmes. Premièrement, on parle de microbiologie, infections associées aux soins de santé et prévention. 2, l'épidémiologie et résultats probants. 3, principes de gestion liés à la PCI. Ensuite, on a les principes juridiques et éthiques liés à la PCI. Et enfin, les aspects politiques et économiques liés à la PCI. Pour ce qui est des contenus des référentiels de compétences, on les a regroupés en 6 compétences. Premièrement, on a la collaboration et le partenariat en PCI, le leadership en prévention et contrôle des infections, la formation en PCI, la recherche en PCI, la pratique clinique en PCI et le professionnalisme en PCI. Alors, je vais passer maintenant au cadre de référence. Donc, dans le fond, il y avait 3 cadres de référence qui ont guidé notre étude. Le premier est le modèle des risques biologiques et de perception de la sécurité qui est composé d'un professeur Bernard et ses collègues en 2017, qui est composé de 3 dimensions qui sont interreliées et qui sont les préoccupations des professionnels de la santé à l'égard des infections, leur perception du risque biologique, ainsi que les pratiques professionnelles liées à la prévention des infections. Comme nous voyons dans notre modèle, ces 3 dimensions pourraient être influencées de près par des caractéristiques individuelles ou le niveau d'éducation du professionnel de la santé, ensuite par sa culture individuelle, de blâme ou collaborative, en ce qui a trait à la sécurité du patient, arrivant à un niveau plus macro, illustré par l'environnement, la société et les organismes d'agrément. En plus de ce modèle, 2 référentiels de compétences ont guidé l'élaboration du questionnaire et du plan de formation, qui sont le référentiel de l'Infection Prevention and Control Canada 2016 et le référentiel pratique collaborative et partenariat patients en santé et services sociaux de l'Université de Montréal 2016. Alors, en ce qui concerne la méthodologie de recherche, une recherche de développement a été choisie pour répondre au but général de développer des outils pédagogiques, surtout que ce type de devis sera considéré comme l'analyse de processus de développement de l'objet, tel le matériel pédagogique, les stratégies, les programmes de formation, etc. L'étude se déroule dans un centre hospitalo-universitaire à Montréal et elle vise toutes les infirmières travaillant dans toutes les unités de l'établissement de santé. La haine totale de la population, c'est le grand N 2500. Pas d'échantillon, car le comité de gouvernance décide que l'analyse touche l'ensemble de la population travaillant dans l'établissement de santé. En ce qui concerne la méthode ainsi que les outils de collecte des données, en premier lieu, pour étudier le besoin de formation, nous sommes basés sur un questionnaire d'enquête de besoins de formation. Ce questionnaire a été élaboré par l'équipe de recherche en collaboration avec le comité de gouvernance et le comité de pilotage du projet. L'outil a été administré en ligne à l'ensemble de la population via la plateforme numérique LimSurvey Pro. Le questionnaire de l'enquête a pour but de mesurer le besoin de la formation des infirmières à l'aide d'échelles Likert au niveau de la PCI et la pratique collaborative. On a 321 personnes qui ont réussi à répondre à notre questionnaire. Pour la validation des modules de formation, 3 focus groups de 3 à 5 infirmières animés par un guide d'entrevue ont été envisagés. L'invitation a été envoyée à toute la population, puis chaque participant, bien sûr l'invitation a été en ligne, puis chaque participant intéressé est invité à remplir un formulaire de consentement et un questionnaire sociodémographique avant chaque rencontre virtuelle. Nous ajoutons également que le questionnaire ainsi que le guide d'entrevue utilisé pour les focus groups ont été construits et validés par le comité de gouvernance ainsi que l'équipe de recherche. Tout en respectant la faisabilité exprimée par le milieu de l'étude, ainsi que le contexte particulier de COVID-19, nous avons réussi à construire 3 focus groups
deux focus group de 3 infirmières et un focus group de 2 participants. Ces focus groups sont virtuels, étaient virtuels sur la plateforme numérique Teams. Leur durée à peu près 30 à 45 minutes. Et c'est ça, dans le but d'ajuster les modules proposés et construire une formation qui répond à leurs besoins. L'analyse thématique, on a fait une statistique descriptive pour tout ce qui est le questionnaire d'enquête et une analyse thématique selon l'approche de Paille et Mukeli a été proposée pour l'analyse des besoins, plutôt la validation des focus groups. Exact. Oups. Voilà, ici, ce petit schéma, il résume à peu près le processus de collecte des données. Vous voyez, on a introduit l'introduction au départ, l'introduction dans le milieu pour avoir l'approbation et tout. Puis, on a opté par la distribution du questionnaire et les recrutements des participants, comme j'ai précisé tantôt. Puis, on a passé au recrutement pour le focus group, mais je précise qu'entre la phase 2 et la phase 3 du projet, c'est là où on a créé le plan de formation, le programme de formation qu'on va vous présenter durant cette présentation, mais c'est entre ces 2 phases qu'on a opté vers la programmation de la formation et au final, le déroulement des focus group qui, comme j'ai déjà décrit, qui sera virtuel et en ligne avec les infirmières. Exact. Je vous laisse avec les résultats préliminaires de l'étude avec Samy. Merci, Safsan. Alors, le questionnaire, il a été administré à 2500 infirmiers et infirmières de l'établissement de santé via la plateforme Lyme Survey Pro, utilisée par la direction des soins infirmiers. Donc, il y avait 321 infirmières et infirmiers qui ont répondu au questionnaire et 50% d'entre eux soulignent avoir suivi une formation continue il y a plus d'1 an. Alors, les résultats de l'enquête soulignent des besoins de formation en PCI, particulièrement à ce qui a trait aux besoins de formation en prévention et contrôle des infections. Donc, en ce qui a trait à ces compétences-là, 67% des infirmières et des infirmiers ont besoin de comprendre les mesures de PCI pour assurer leur santé en sécurité de travail en cas d'exposition à des fluides ou à du sang. 64% d'entre elles évaluées ont besoin d'évaluer et de gérer le risque de transmission des infections chez leurs patients. 62% d'entre eux ont besoin de comprendre les principes de surveillance clinique des infections. Et 58% d'entre eux ont besoin de comprendre les principes de base des différents micro-organismes. Alors, pour ce qui est des besoins les plus importants identifiés, les besoins de formation, en fait, en ce qui concerne la collaboration interprofessionnelle, 73% des répondants ont besoin de désamorcer les situations qui peuvent créer des tensions et nuire à la sécurité de leurs patients. 66,5% ont besoin d'identifier des rôles et des responsabilités ainsi que les zones de chevauchement entre les différents membres de l'équipe de soins. 62% d'entre eux ont besoin d'attribuer des tâches à chaque membre de l'équipe en vue de l'atteinte des résultats de soins. Le même pourcentage a besoin de déceler les situations qui peuvent créer des tensions en fait et nuire à la sécurité des patients. Alors, suite à cette enquête, on a élaboré le plan de formation qu'on va vous présenter maintenant. En fait, la formation est une formation, il s'agit vraiment d'une formation. Allô? Alors, il s'agit d'une formation numérique hybride d'une durée totale d'1h30 minutes. Elle est subdivisée en 2 grands modules. Le module 1 qui traite plutôt la prévention et contrôle des infections. La durée de ce module est 40 minutes au total. Il est divisé en 4 capsules. Comme vous voyez, capsule numéro 1.1, elle touche plutôt la santé et sécurité de travail, ou en la compétence ciblée, c'est vraiment comprendre les mesures de PCI pour assurer la santé et sécurité de travail au cas d'exposition à des fluides ou du sang. La capsule numéro 2, c'est plutôt surveillance clinique des infections, ou en la compétence ciblée, c'est comprendre les principes de surveillance clinique des infections.
Capsule 1.3, c'est plutôt la gestion des risques infectieux, où il y a évaluer et gérer les risques de transmission des infections chez son patient. Et on finit par un rappel de microbiologie, comprendre les principes de base des différents micro-organismes. Quand vous voyez, le format de ce module est pratiquement en ligne, asynchrone, à l'aide d'une vidéo, parfois à l'aide d'un PowerPoint, un arrêt interactif. La durée de chaque capsule est 10 minutes et ça finit souvent par une évaluation, quiz avec rétroaction automatique en fin de chaque module. Puis le module 2, qui est plus ou moins lent, de 50 minutes total, là, il y en a pas mal de situations en présentiel et hybride. Là, je vous explique. En fait, la capsule 2.1, où il y en a le démorçage des situations, décortiquer des situations problématiques, on vise les deux compétences qui est cibler les situations qui peuvent créer des tensions et nuire à la sécurité des patients. C'est également la compétence démorcer les situations qui peuvent créer des tensions et nuire à la sécurité des patients. Le format de cette capsule, c'est une situation d'apprentissage active en présentiel par vignette clinique avec échange en équipe. La durée, ça sera 25 minutes. En ce qui concerne l'évaluation, un débriefing post-échange d'équipe et pratique réflexive. La capsule 2.1, où on parle plutôt le rôle et responsabilité, on revient vers le format en ligne asynchrone, où on traite plutôt la compétence, identifier les rôles et responsabilités, ainsi que les zones d'échangement entre les différents membres de l'équipe de soins. La durée de cette capsule, c'est 10 minutes. Évaluation, ce sera par quiz, une rétroaction automatique en fin de module. Plutôt la capsule 2.3, où on traite le travail d'équipe. La compétence ciblée, c'est attribuer les tâches à chaque membre de l'équipe en vue de l'atteinte des résultats de soins. Le format, c'est en présentiel, une situation d'apprentissage active en présentiel par finalisation de la vignette clinique de la capsule 2.1 et échange en équipe. On revient avec une durée de 15 minutes à peu près pour une évaluation, un débriefing post-échange d'équipe et pratique réflexive. Alors, passons maintenant aux résultats préliminaires de l'analyse thématique. D'abord, je précise qu'on vient juste de terminer les 3 focus groups et on commence l'analyse. On vient juste de commencer l'analyse thématique. Donc, le processus est vraiment en cours. Et on va bien sûr le bonifier, le rectifier, l'ajuster avec l'équipe de recherche. La conception de notre arbre thématique est en cours. Mais on a choisi aujourd'hui de vous présenter les thèmes les plus fréquents amenant des 3 focus groups, sachant que les focus groups au total, comme j'ai précisé, un nombre de 8 participants au total. Alors, en ce qui concerne l'appréciation du contenu de la formation, effectivement, pas mal de participants durant le focus group ont apprécié le contenu de la formation, plus précisément le module 1. Il y a pas mal de participants qui ont mentionné que le module 1 est adapté à leur contexte de travail, que les compétences ciblées durant ce module est vraiment cible vraiment leurs besoins et leur manque de connaissances, disons. Et il y a pas mal qui ont exprimé que j'aime bien dans la formation que le premier module, c'est le fait que très bien ciblé, ils voient les éléments et tout était bien décrit, disons. Aussi, on a abordé durant les focus group les points forts du plan de formation. Et on a trouvé que pas mal de participants ont apprécié le format numérique de la formation. Ici, on a reporté 3 verbatims quand même, mais pas mal qui ont précisé qu'il y a la flexibilité du format numérique, et il y a aussi la facilité d'administration. Et le participant dit que il me permet de le faire à tout moment et elle le préfère mieux qu'une formation présentielle. Et si un verbatim ici d'un participant qui mentionne que ce soit en ligne et en mode asynchrone, il y a cette accessibilité à l'information et ce qui en rapporte durant notre analyse. Aussi, on a abordé plutôt stimuler nos participants à aller chercher des pistes d'amélioration de la formation et on a fini par des idées sur la structuration des activités d'évaluation. Admettons qu'il y a pas mal de participants qui mentionnent qu'ils proposent dédier plus de temps pour la capsule 2.3 où on traite plutôt la pratique collaborative. Pas mal de participants ont souligné que le moment de débriefing de 25 minutes pour la capsule 2.3, il était plus ou moins bref, donc il demande plus de temps.
vu que parfois le debriefing il fait ressortir pas mal d'informations pertinentes, donc ça peut alléger un peu le temps, un bon échange, donc plus de temps. Pas mal de participants ont souligné que le debriefing nécessite plus de temps, fallait juste l'ajuster encore plus. J'aurais mis ici, il précise, excusez, ici il précise. Oups. Ici, il précise qu'il a besoin plus de temps pour aller échanger avec les participants. Donc, Samy, je te laisse le reste. Merci, Samson. Alors, j'enchaîne avec les modalités d'évaluation des capsules. Donc, plusieurs participants ont besoin, en fait, ils ont recommandé que plusieurs quiz de plusieurs types de quiz dans les évaluations. Alors, il y avait une participante qui mentionnait « Je préfère que les questions soient intercalées ». Il y en a d'autres, ils veulent que les quiz soient diversifiés parce que pour ça reste dans leur tête ou bien parce que ça revient au fur et à mesure de leur parcours de carrière. Alors, deuxième suivante. Oui. Donc, aussi, il y avait eu des retombées positives de la formation perçues par les participantes. Alors, donc, ils ont perçu un contenu complet, mais aussi actuel. Parce qu'à leur avis, ça répond à un besoin qui existe déjà. Ça leur a permis d'approfondir leurs connaissances en PCI. Surtout que les modules, ils reviennent de temps en temps dans leur carrière, dans leur parcours professionnel pour rafraîchir leur mémoire sur les dernières données, sur les dernières preuves existantes dans les écrits scientifiques pour pouvoir les mettre en pratique. J'enchaîne avec les retombées, les forces et les limites de notre étude. Dans le fond, notre étude, elle est importante pour mieux outiller les infirmières dans le cadre de la prévention des infections, particulièrement en temps de pandémie. Ce projet permettra de favoriser le développement professionnel par le maintien des compétences en PCI grâce à l'e-learning ou bien l'apprentissage virtuel. Cette stratégie pédagogique suscite un enthousiasme, mais il importe de soumettre ces pratiques innovantes à des tests rigoureux quant à leur planification et leur évaluation. Aussi, ce projet contribuera au développement des meilleures interventions en prévention des infections afin d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Il pourrait aussi sensibiliser les autres professionnels de la santé quant à la PCI, mais aussi de les outiller pour faire face aux infections associées aux soins, mais également aux pandémies. Je ne vais pas dire futur, j'ai décidé de rester et de demeurer optimiste et toujours positif. Ultimement, bien sûr, c'est la santé et le bien-être des patients qui seraient influencés positivement. Compte tenu de ce qui a été discuté, donc, nous recommandons fortement aux responsables pédagogiques des facultés et des écoles de sciences infirmières l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation de niveau maîtrise avec opportunité d'apprentissage en ligne, et ce, en pratique infirmière avancée en PCI, afin d'augmenter le niveau des connaissances des infirmières en la matière, réduire l'écart entre la théorie et la pratique, accroître la main-d'œuvre infirmière dans ce domaine. Donc, il est utile de mentionner qu'il n'existe pas de données statistiques officielles sur le nombre d'infirmières spécialisées en PCI et celles travaillant dans ce secteur. De même, nous recommandons aux responsables pédagogiques des facultés et écoles de sciences infirmières de collaborer avec les milieux de soins, surtout celles qui en sont affiliées, pour en fait élaborer un référentiel de compétences destiné aux infirmières en PCI, qui pourrait être aussi validé sur le plan national par les instances concernées. Il serait bénéfique que les responsables des milieux cliniques élaborent une plateforme en ligne de formation continue en PCI pour les infirmières qui désirent mettre en œuvre leurs connaissances et ce afin d'améliorer leur pratique de soins en se basant sur les récentes données probantes. De plus, nous recommandons la poursuite de la recherche infirmière en PCI afin d'émerger de nouvelles connaissances issues de cette spécialisation et ainsi réduire le fossé théorie-pratique clinique. Il est à noter que l'une des limites de notre recherche est que les résultats sont issus d'une population infirmière qui préfère s'exprimer en français, ainsi que la présence d'une désirabilité sociale lors des focus group.
Je vais terminer avec la dernière diapositive, avec une citation de Florence Nightingale qui mentionne « De véritables soins infirmiers ignorent l'infection, si ce n'est pour la prévenir. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Samy et Saucen pour la présentation. On ouvrirait là, la période de questions aux membres qui veulent prendre la parole. Donc, je vous suggère de lever votre main si vous avez une question. Et je vous demanderai là, de désactiver votre micro pour poser votre question, puis peut-être de vous présenter en même temps. C'est impossible qu'il n'y ait pas de questions. Peut-être en attendant nos collègues. Moi, j'avais... Ah, attends. Bon, Régent a une question. Merci, Régent, d'avoir brisé la glace. Donc, Régent, si tu peux te présenter à nos conférenciers rapidement, puis tu pourras poser ta question. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Mon nom est Régent Dion. Je suis médecin conseil en santé publique, essentiellement maladies infectieuses au Laboratoire de santé publique du Québec, qui fait partie de l'INSPQ. J'ai écrit ma question sur le clavardage. Des fois, ça m'aide à vérifier un peu ma question. Là, si je comprends bien, vous aviez environ 13% de répondants au sondage. La question que je me posais, c'est vous faites des démarches parce que vous parlez d'une population cible de 2500. Est-ce que vous avez fait des démarches pour accroître la proportion de réponses de répondants? Puis la deuxième question, est-ce que vous êtes capable d'estimer la représentativité des participantes à l'étude par rapport à la population ciblée? Je suis trop pointu sur mes questions. Je vais rester sans voix. Allez-y, la question pour le nombre de 221 participants, effectivement, comme j'ai précisé, il n'y avait pas un échantillon parce qu'on a ciblé 2500 par une plateforme et c'était volontaire d'aller répondre au questionnaire. On ne voulait pas comme préciser ou faire des échantillons, limiter un peu pour avoir peut-être un pourcentage particulier ou quoi que ce soit. Donc, c'est une très bonne question. C'est à noter, à penser à ça. Mais vraiment, on n'a pas vraiment à aller chercher un nombre particulier. Il n'y avait pas un échantillon au départ. Même pour le focus group, les invitations ont été ouvertes aux 2500 participants. Donc, il n'y avait pas un échantillon particulier ou la méthode d'échantillonnage ou quelque chose comme ça. OK. Donc, cette plateforme-là, c'est une plateforme de quoi? De formation ou c'est une plateforme, une association? Ou... Parce qu'il y a combien d'infirmiers et infirmières au Québec, total? Non, si je réponds bien à votre question, on a ciblé les 2500 travaillant dans l'établissement de santé choisi pour l'étude. OK. Comment les avez-vous choisis? Choisi l'établissement ou… les 2500, puis aussi les établissements. En fait, les 2500 étaient en collaboration avec les responsables de l'établissement de santé. Il y avait comme un nombre total des infirmiers travaillant à l'établissement était 2500. Et comme j'ai précisé, le comité de gouvernance de l'établissement veut que toute l'étude touche la majorité des participants. Donc, on s'est lancé vers les 2500 travaillants. Donc, c'était des statistiques rapportées par les responsables de l'établissement. OK. OK, merci. Ça m'aide à comprendre un peu plus. Merci à vous. Juste pour répondre aussi à la question combien d'infirmières existent au Québec, aux alentours de 80 000. OK, beaucoup de monde. Il y a Julie Huard qui a une question. Donc, Madame Huard, je vous laisse prendre la parole.
Oui, ben, c'est une question-commentaire en même temps. C'est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte dans le contexte. Moi, c'est Julie Huard, je suis chef de service en prévention des infections et aussi CS-PCI, là, les rares qu'il y a au Québec. Je voulais juste vous dire que c'est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte avec la COVID que nos directives en PCI étaient souvent du top-down. J'ai fait beaucoup l'analogie avec la COVID, qu'on avait des directives qui descendaient, mais aussi nous, en PCI, sur le terrain, des fois, on donnait des directives qui étaient très top-down, puis les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, c'est difficile pour eux de le mettre en application puis de pouvoir dire, ben, ça a un impact sur le client parce qu'ils ne comprennent pas ce qui sous-tend cette pratique-là ou donc cette formation-là puis ces résultats-là sont très intéressants et j'aimerais savoir en même temps, est-ce que la formation que vous avez donnée, ça va être une formation là, sous forme que vous avez fait votre plan de formation, est-ce qu'elle va être disponible, par exemple, sur l'environnement numérique d'apprentissage ou sous une forme qui pourrait être utilisée dans nos CIS et CIUS, par exemple? Merci pour cette intervention, madame. C'est très pertinent parce qu'en faisant une focus group, il y avait des commentaires pareils ressortis par les participants. Est-ce où elle sera diffusée, l'accréditation, etc. Pas mal de points dans ce sens. On a noté ça pour des pistes d'amélioration parce que là, c'est vraiment une première conception, une première présentation, disons, du plan de formation. Il n'est pas encore genre conceptualisé sur une plateforme encore, il est encore sous amélioration, sous bonification, mais c'est très bien d'annoter ça. Donc, si je comprends bien, vous préférez qu'il soit plutôt diffusé dans pas mal d'endroits. C'est ça votre proposition? Bien oui, s'il y a déjà quelque chose, parce que ce qui arrive dans notre réseau, c'est qu'on refait tous la roue, hein? Donc, on n'est pas très efficient parce que tout le monde recommence la même chose. Tandis que s'il y a des outils qui sont, puis on le fait avec l'environnement numérique d'apprentissage, qu'il y a des formations qui sont très similaires et possiblement applicables dans tout le réseau. Donc, ça nous empêche, puis on peut travailler sur d'autres choses pendant ce temps-là et développer autre chose qui peut être disponible pour les autres. Donc, c'est un peu dans ce sens-là de partage. Parce qu'en fin de compte, on travaille tous pour le gouvernement, la majorité, là. Donc, pour moi, on est une grande famille, là. Excellent, parfait. C'est noté. Et surtout avec une approche de bottom-up plus. Merci beaucoup pour la question. Il y a Josiane Charret qui avait une question. Donc, Madame Charret, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Bien, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, c'est Josiane Charret. C'est ma première présentation auquel que j'assiste. Puis, dans le fond, je suis conseillère en soins à l'INSPQ dans l'équipe des infections nosocomiales. Puis, je suis également étudiante au diplôme de deuxième cycle en prévention et contrôle des infections. Donc, quand vous avez parlé pour le cours à la maîtrise en PCI, en fait, ça reste que c'est un diplôme de deuxième cycle aussi, mais ça reste quand même du deuxième cycle. Mais c'est sûr que effectivement, c'est très intéressant au niveau numérique d'avoir ces formations-là à distance, qui est faite actuellement où est-ce que je fais mon cours en ce moment. Dans le fond, moi, mon questionnement, c'était beaucoup plus au niveau, dans le fond, quand vous avez fait vos formations, est-ce que vous étiez référé un peu au cadre de référence en prévention et contrôle des infections ou à quoi vous étiez référé en tant que tel pour bâtir votre questionnaire et vos questions, pas vos questions, mais plutôt votre formation en tant que telle. Puis ensuite, je vais avoir une autre question. Parfait. Oui. Je vous laisse, Samy, vous répondre à ça. En même temps, je partage la petite section des cadres de référence juste pour vous préciser que, exactement, mis à part le modèle de risque biologique, on s'est basé sur 2 référentiels de compétences. Un qui parle plutôt sur la prévention et contrôle des infections, un autre qui traite plus la culture collaborative. Si tu as quelque chose à ajouter, Samy, vas-y. Bon, juste pour le cadre de la prévention et contrôle des infections, c'est celui de l'IPAC, donc c'est la PCI Canada en fait. Donc c'est son cadre à eux qu'on a aussi utilisé. Ouais. Super, parfait, merci beaucoup. Puis dans le fond, ma seconde question, c'était plus un questionnement d'ordre général, là, mais en fait, en étant souvent sur le terrain,
quand j'étais conseillère en prévention, ce que je remarquais, c'est que souvent, on donnait la première formation de prévention contre des infections, puis finalement, on remarquait que les gens qui venaient des chaises, en fait, de l'école, n'étaient pas tant bien formés au niveau de la PCI en tant que telle. Puis là, je me questionnais, tu sais, au niveau de la formation continue, c'est très intéressant, mais des fois, on a l'impression de repartir du début, de repartir des grandes bases. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y aurait pertinence d'aller encore plus en amont de tout ça, puis même au niveau de l'éducation des techniciennes et du bac en tant que tel? Tu sais, vous avez parlé plus au niveau de la prévention et contrôle des infections, qui serait une des choses importantes. Mais tu sais, je vois qu'il y a peut-être une problématique même encore plus loin que ça, plutôt que de refaire tout au complet la formation qui aurait dû être faite avant sur les bancs d'école. Fait que je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Là, peut-être, je demande si je comprends bien votre question. Vous voulez dire à quel point cette formation, il y a quelques spécificités dans le contenu ou c'est parce que j'ai peut-être mal compris la question. Pouvez-vous juste me reformuler un peu? En fait, c'est au niveau de la formation continue, c'est très, très pertinent puis très important de le faire. Mais est-ce qu'il y aurait un besoin encore plus important, en fait, avant d'en faire la formation continue? Dans le fond, plus en amont qu'une formation continue, qui est plutôt une formation, en fait, pour remettre à jour les gens puis s'assurer que tout le monde est un peu dans le même ordre d'idée. Mais parfois, on a l'impression que c'est vraiment la base à l'école en tant que telle, quand les gens vont avoir leur formation, que ça semble être problématique des fois. Ça me rappelle de verbatim d'une participante au groupe qui disait qu'ils ont subi pas mal de formations de base quand ils sont admis à l'établissement. Il y avait des formations d'intégration, des formations qui traitent plutôt la PCI, mais de façon superficielle. Et je me rappelle très bien que j'ai répondu que ça, c'est un peu différent de ce qui est diffusé partout, parce que c'est pas uniquement un rappel superficiel, on traite plus des compétences mieux ciblées et bien ciblées, parce que ce plan de formation est conceptualisé à partir des besoins exprimés des participants travaillant déjà. Donc, il y avait un manque qui sera comblé par cette formation, si je réponds bien à la question. Oui, ça répond bien à ma question. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, j'adore. Les questions sont pertinentes. Bien, je rajouterais peut-être avant de laisser la parole à Julien, c'est que, tu sais, je pense qu'on se rend compte souvent dans le développement de formation, c'est qu'effectivement, puis je pense que Samy, vous l'avez bien exprimé dans les recommandations, il y a quand même certaines notions qui devraient être reprises à la base au niveau comme universitaire. Puis je pense que nous, on le voit beaucoup en épidémiologie de terrain où on a du monde qui arrive puis qui n'ont aucune notion de tout ce qui est gestion des éclosions ou ce que c'est à la base. On devrait quand même être formé là, avant d'arriver en milieu de travail. Donc, je pense que Josiane, si je ne me trompe pas, qui avait la question, à un point où ce que les recommandations que vous avez faites, là, c'est vraiment des recommandations qui devraient être prises là, dans le curriculum universitaire là, quand même. Mais tout à fait, Saucen, la formation que vous avez développée est vraiment ciblée. Là. C'est quelque chose, c'est comme un écart entre le curriculum universitaire et qu'est-ce qu'ils vivent maintenant dans leur pratique. Donc, Julien, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Julien Raja-Toutvarelli, je suis conseiller en hygiène et salubrité à la direction de la prévention et contrôle des infections au ministère. Comme le nom de le titre de mon poste l'indique, je voulais savoir s'il y avait une partie en hygiène et salubrité, puis quelle partie ça impliquait dans votre formation, dans le fond. Oui, non, je voulais juste pour clarifier, peut-être si tu n'as pas compris la réponse, Saucen, concernant la salubrité au niveau de l'hygiène dans la formation que tu as donnée. Ah oui, voulez-vous que je partage le plan? C'est ça, Samy, pour voir encore? Oui, un instant. Excusez. C'est bien ici qu'on traite. Oups, c'est bien ici qu'on traite le plan de formation. Oups,
ça bug. Oui. La question, est-ce que c'était s'il y avait un représentant en hygiène et salubrité ou est-ce que c'est Plus si vous savoir, faites- c'était quoi, en gros, qu'est-ce que probablement ça touchait l'hygiène et salubrité, puis c'est quoi vous parlez je vois que c'est avec dans la gestion des risques infectieux, là, mais est-ce que vous parlez des principes en général, parce que vous étiez fié au guide du ministère en hygiène et salubrité pour l'expliquer, en gros, là? Là, si je comprends bien la question, elle est super intéressante. Juste la question à quel point, parce que là, comme si on traite un peu le contenu du module, le contenu de capsule, à vrai dire, là, on a juste le plan et les compétences visées et le format. Okay. Mais tout ce qui est détail de contenu, il est encore sous la conception, encore sous discussion avec l'équipe, mais c'est très bien à mentionner ça. Donc, si vous préférez aller encore vers ce concept de l'hygiène et tout, c'est très bien mentionné, effectivement. OK, parfait. Ben, c'est ça, on regarde différentes formations pour l'ENA, puis en tout cas, il faudrait que j'en parle aussi à mes collègues, c'est intéressant. Parfait. J'aimerais juste ajouter à ce que Sam venait de mentionner que dans notre scoping review qu'on a fait, en fait, il a été ressorti dans les contenus de formation les termes hygiène et salubrité. Et je pense que cette notion sera intégrée dans la formation en PCI pour les infirmiers et les infirmières. OK. Je voyais dans le chat définir hygiène et salubrité. Ce que je voulais dire par là, c'est vraiment les préposés en hygiène et salubrité dans les établissements de santé là, qui vont désinfecter là, quand il y a des. Surtout lorsqu'il y a des. Surtout en lien avec la PCI, quand il y a des éclosions, mais même en temps normal, là, quand il y a les routes normales, l'importance qu'il y a à bien désinfecter l'environnement dans les établissements de santé. Là, moi, c'est surtout dans ce module-là, dans ce domaine-là que je travaille, en fait. Exactement. Et cette partie-là qui va être intégrée dans la formation de toute façon. OK. Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Je vous suggère, vous encourage à lever la main. Peut-être, entre-temps, moi, j'avais une question. Je voulais savoir combien de temps ça vous a pris entre que vous avez évalué les besoins puis le développement de de la formation ou du plan? Oui, vas-y, Samy, vu que tu es présent dans cette section du coup. Aux alentours de 2 ans, comme ça. OK, oui. Ça fait du sens parce que c'est quand même long à monter. Puis peut-être pour rebondir avant de laisser la parole à Joanie, c'est que je ne sais pas si vous êtes probablement au courant, mais c'est ça, on parlait tantôt, Madame Huard a parlé de l'environnement numérique partagé, qui est la plateforme maintenant où toutes les formations sont disponibles pour les professionnels du réseau. Puis c'est vers nous, à l'équipe Jupiter, là, à l'INSPQ, où on est en train de développer maintenant des formations où on va les déposer sur cet environnement-là pour que ça soit accessible justement à tout le réseau. Donc, si c'est sûr que tout le travail que vous faites en bout de ligne, c'est ça, l'idéal, c'est que ça soit disponible sur cette plateforme-là parce que, comme Mme Moir le mentionnait, c'est qu'on est tout le temps pris à refaire refaire les choses et si c'est quelque chose qui est disponible puis ça répond à un besoin, c'est quand même des besoins que je pense qu'il y a plusieurs professionnels qui peuvent s'identifier. Et donc, je vous encourage fortement là, de continuer dans ce chemin-là. Donc, je vais laisser la parole à Mme Joanie Carrier. Bonjour, Joanie Carrier, conseillère en prévention et contrôle des infections dans un milieu hospitalier. Donc, je me questionnais juste savoir si vous allez émettre une certaine recommandation dans votre étude par rapport à est-ce qu'il y a chaque travailleur devrait refaire les différentes formations dans un temps X ou au besoin? Est-ce qu'on a comme une prévision, dans le fond, de ce que chaque travailleur devrait s'outiller ou recommencer d'aller reprendre l'information par rapport à la prévention des infections? Donc, si je comprends bien votre question, la durée à peu près pour faire cette formation, c'est ça?
Oui, parce que Ou l'écart de temps, on dit 1 an, 2 ans, 3 ans. À chaque année, on veut une prévision de ce que ça représente. merci pour cette intervention parce que durant le Focus Group, des informations pareilles sont ressorties, disons, les participants ont plutôt posé des questions à la durée pour terminer cette formation, 1 semaine, 1 mois, quand on va le refaire et tout. Donc, on a noté ça comme des pistes d'amélioration pour aller les déposer auprès de l'équipe de recherche pour aller un peu discuter ce point en détail, à quel point c'est accessible et la durée pour le faire. Comme j'ai précisé, une formation d'1h30 à peu près de total, mais c'est bien d'aller un peu préciser la durée totale pour faire cette formation. Et ça sera ajusté par l'équipe de recherche dans les prochaines discussions, disons. Parce que c'est un point ressorti pas mal dans le Focus Group. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, quelque chose que nous, on remarque, c'est que si l'écart est trop loin entre les modules, ben, on perd le fil. C'est sûr que d'évaluer à quelle fréquence c'est nécessaire, comme un refresh, ça aussi, c'est important. Donc, c'est tous des points. Vous avez beaucoup de choses à considérer, mais des bons points là, que les membres ici sont en train de soulever. Il y a Régent qui avait une autre question. Régent, je te laisse la parole. C'est juste un commentaire, puis une suggestion, puis aussi une question. La première, c'est l'Association canadienne de protection médicale, la CPM. C'est une mutuelle pour l'assurance responsabilité sans but lucratif. Là. Puis, on est assuré pour une bonne part des médecins au Canada avec cette assurance-là, puis ils publient de façon périodique un bulletin qui s'appelle Perspective. Là. Puis, ils reviennent de façon récurrente sur le terme de la sécurité en milieu de soins. Je pense que ça vaudrait la peine. Ils sont disponibles sur le web. Je vous ai mis l'hyperlien sur le clavardage. Et vous le regardiez pour la question du cadre conceptuel. Parce qu'ils ont vraiment abordé ces questions-là. Ça touche. Je comprends que ça dépasse la prévention des infections parce qu'on parle, entre autres, de la chirurgie, des erreurs qui peuvent arriver parce que c'est multidisciplinaire. Hein? C'est les soins aux patients, c'est pas seulement le médecin, mais ça peut être le chirurgien, ça peut être l'anesthésiste, ça peut être les infirmières, ça peut être d'autres personnes. Puis même le patient peut contribuer à tout ça. Donc, ça vaudrait la peine. Peut-être que vous regardez les bulletins. Je ne me souviens pas exactement lesquels. Ma question que j'avais, OK, vous parlez d'une formation de base, OK, qui est, si je comprends bien, relativement courte. Qu'en est-il de récurrence de formation continue pour rehausser les compétences des gens? Est-ce qu'on peut avoir une formation de base, mais en pratique, c'est bien de revenir sur certains concepts. Qu'en pensez-vous? Merci, docteur Jean, pour votre question. En fait, dans le fond, merci pour le lien, c'est hyper intéressant et nous allons le consulter, bien sûr, c'est noté. Pour ce qui est de la question, en fait, oui, en fait, cette formation est une formation, si vous voulez, casée dans la formation continue aussi. Donc, elle revient d'une manière récurrente au fur et à mesure dans le processus de carrière de l'infirmière à des moments spécifiques pour rafraîchir la mémoire, pour donner de nouvelles informations issues des données scientifiques. En fait, c'est ça. Ça rentre dans cette catégorie. Mais pensez-vous que quelqu'un qui a dit « Ah, moi, j'ai suivi ça, je n'ai pas besoin d'y revenir ». Est-ce que ça pourrait arriver comme ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont… Oui, tout à fait. Ça peut arriver parce que… mais quand même… on va garder, on va tabler à ce que notre formation soit à jour pour que ça diffère un tout petit peu. Peut-être il a pris la formation depuis 2 mois. Peut-être nous, on va vraiment mettre à jour le contenu d'une manière peut-être à la semaine, parce qu'il y a pas mal d'articles scientifiques et de données intéressantes là-dessus pour les faire inclure dans cette formation. Alors, les recherches continuent.
et nous, on va continuer aussi. Vous pensez faire des audits à un moment donné pour voir les gens, c'est quoi leur pratique? Oui, un follow-up sur ça, il est tellement intéressant, tellement pertinent. Oui, ça entre dans notre planification exactement. L'auditing, oui, bien sûr. Oui. J'ajoute là-dessus, d'ailleurs, le processus d'élaboration d'une formation, ça passe parmi les étapes de l'élaboration d'une formation, mis à part la diffusion. L'étape finale, c'est la diffusion de la formation. Et puis, on va évaluer l'écho, évaluer si les participants ont apprécié tel contenu. Et puis, on s'ajuste à fur et à mesure tout au long du parcours. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais peut-être une dernière question de ma part. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je me questionnais aussi si le fait qu'on était en pandémie, ça l'a peut-être influencé, parce que je ne sais pas à quel moment, je n'ai pas vu votre calendrier, à quel moment vous avez administré le questionnaire, mais sûrement que il y a même des nouveaux besoins qui se sont comme à rajouter à cause de la pandémie. Nous, on l'a vu, puis on a dû réagir. Mais je me demandais si ça pourrait venir changer un peu comme certains éléments de contenu ou ajouter certains éléments de contenu à votre formation. Là, j'interviens pour positiver un peu les choses parce que le contexte de COVID-19, il avait un écho, ok, négatif, ça c'est sûr, mais surtout positif pour le secteur et le thème de prévention, contrôle des infections. Et ça se voit surtout dans le focus group. Là, je répète toujours le focus group parce que c'est fraîche, on vient juste le terminer. Donc, les participants ont souligné pas mal de besoins, toujours dans le terme de prévention, toujours dans le thème qui appuie notre formation, mais ils précisent des détails sur le contenu, ils précisent même l'hygiène des mains, allez encore creuser là-dessus. Beaucoup de points qui ont trouvé, par exemple, les équipements de protection, et ont trouvé que la pandémie a dévoilé le manque. Donc, et ce manque et le Covid, il revient pas mal dans les discussions avec les participants. Et ça nous motive encore d'ajuster le contenu. C'est ça le but de Focus Group, d'ajuster le tout selon les besoins. Et les besoins ressortent chaque fois. Donc, on a trouvé ça très pertinent d'aller rectifier les besoins ressortis au départ par les questionnaires d'enquête et la formation dans le plan et le contenu. Parfait. Bien, super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les membres? Je sais qu'on approche 13 heures. Oui, Docteur Lejean, il a ajouté un petit mot dans le clavardage. Ah, OK. Je pense que c'était ancien, par exemple. C'est juste une petite définition rapide donc, pour les audits. Parce que nous, on le vit aussi pour notre certification LSPQ, on doit passer un audit quasiment, je pense, aux 2 ans donc, pour garder notre certification. Là. Super, merci beaucoup. J'en profiterai peut-être pour vous remercier. Donc, au nom de tous les membres et de l'équipe conseil de la communauté de pratique, on vous remercie pour cette vraiment belle présentation. Ah, écoute, ça fait plaisir. On est en train de préparer maintenant notre programmation pour le prochain programme de conférence web. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut proposer un sujet ou veut même être volontaire de présenter quelque chose, je vous inviterai à communiquer avec moi, soit à travers mon courriel personnel ou celui de la communauté de pratique pour proposer le sujet parce que, comme vous le savez, nos programmes sont accrédités et pour ça, on a besoin de vraiment monter notre dossier, puis ça prend quand même, il faut l'envoyer avec anticipation. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à m'envoyer vos sujets. On travaille là-dessus présentement. Et le lien pour l'évaluation de cette conférence est disponible sur la plateforme de la communauté de pratique. Elle est déjà disponible. Et je ferme en vous souhaitant un bel été à tous et on se reprend à l'automne avec un nouveau programme. Donc, merci encore à vous deux. Passez une belle journée. Oui, passez un bel été. Merci, au revoir. Bye. Bye.